Madame, Messieurs, c'est avec le même plaisir de vous informer que je vous retrouve. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommet de cette édition, l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle et soutient le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. En congrès, ce week-end, les militants du parti autour de leur leader, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, ont pris plusieurs résolutions. Le point dans cette édition. C'est lancé ce lundi 9 octobre 2017 la campagne électorale pour le compte des élections des recteurs et vice-recteurs à l'université d'Abomey-Calavi. La commission en charge de ces élections était face à la presse ce dimanche. Hors du Bénin, la vérité, la quête d'une vie pour les victimes de l'apartheid. 23 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les familles cherchent toujours à obtenir la vérité, ce qui leur est arrivé. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV. Démarrons cette édition par cette loi qui fait désormais l'objet de toutes les critiques depuis sa promulgation. Il s'agit bien de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et les procédures sur l'embauche, de placement de la main-d'œuvre et résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Quel est le contenu de cette loi? Favorise-t-elle les travailleurs? Élément de réponse dans cette analyse de Fréjus Serona. Voter puis promulguer sans tambour ni trompette la loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche et qui abroge toute disposition antérieure contraire comporte des avancées significatives, notamment la réglementation du travail intérimaire, mais d'autres clauses à l'avantage des travailleurs. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez travailler pour deux entreprises, avoir deux contrats de travail différents. Si vous pouvez le faire, vous accompagnez le juge dans ses prises de décision. Aujourd'hui, la présence d'assesseurs est obligatoire. Ça peut être des syndicalistes, des représentants de travailleurs, en tout cas des gens qui maîtrisent en fait les réalités que vivent les travailleurs. Malgré ces avancées, cette loi est considérée comme un outil d'abaissement des normes du travail par les spécialistes. Et pour cause. Il y a l'engagement à l'essai. L'ancienne loi fixait une durée, 15 jours, 1 mois ou 3 mois selon votre catégorie professionnelle. On sait qu'après cette durée, soit vous êtes embauché officiellement ou vous êtes remercié. Mais là, l'engagement laissé à la discrétion de l'employeur, ça ne va pas du tout. Voilà, le renouvellement indéfini du contrat de travail à durée déterminée. À ce niveau-là, selon moi, c'est un lit fait à la précarité de l'emploi. Parce que le contrat à durée déterminée est le contrat qui arrange beaucoup plus les employeurs parce que beaucoup moins contraignant. Parce qu'on peut vous remercier à tout moment. À l'instar de la réparation en cas de licenciement abusif qui est plafonné à 9 mois de salaire, les autres conditions de rupture de contrat ne sont guère reluisantes. L'employeur qui veut licencier en arguant de la situation économique. Dans cette loi, l'article 25 dit que lorsque le travailleur s'y oppose, la rupture du contrat lui est imputée. Vous prenez l'article 29. L'article 29 dit que en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal du travail, accorde au travailleur une indemnité ne pouvant excéder 2 mois de salaire brut. Vous voyez, 2 mois de salaire brut pour un employeur qui veut vraiment se débarrasser d'un travailleur, c'est rien selon moi. Cette loi n'est pas à l'avantage du travailleur. Une loi visiblement à l'avantage du patronat et qui sonne comme une punition pour les travailleurs et la jeunesse qui indexent l'inaction des syndicats. Lorsque quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, d'innovant est institué, c'est pour rectifier un certain nombre de couacs, de problèmes. Mais à la lecture de cette nouvelle loi sur le travail qu'on appelle la loi sur l'embauche, ce n'est pas ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. On ne peut pas me dire que le programme d'action du gouvernement ne place pas la jeunesse au centre de ses préoccupations. Si tel est le cas, pourquoi alors cette nouvelle loi? Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle loi? Les syndicalistes ont été laxistes, ils ont été passifs, ils ont laissé faire. Les syndicats, quant à eux, s'expliquent. Cette loi était encore un projet. La CSA Bénin avait commis un expert pour regarder le projet et faire ressortir tous les dangers possibles pour les emplois au Bénin.
ce document a été partagé à l'ensemble des députés et nous avions alerté l'ensemble des forces sociales pour dire nous sommes en train d'aller vers un tournant qui n'est pas un bon tournant pour le Bénin. Nous l'avons fait, nous avons saisi un certain nombre d'institutions dans ce pays. Malheureusement, vous savez, lorsque l'action syndicale n'est pas classique, grève, cri, on pense que les syndicats n'ont rien fait. Donc voilà ce qui a été fait. Pour ces syndicats qui ont cru en la promesse du gouvernement de la rupture de surseoir à donner le visa à cette loi et d'asseoir des pourparlers, cette promulgation sonne comme une trahison à laquelle ils s'apprêtent à donner une réponse. Mais nous allons nous concerter et nous allons, n'est-ce pas, nous préparer, n'est-ce pas, à donner une réponse à ce pouvoir qui montre qu'il est venu pour régler les problèmes des patrons. Nous allons nous mettre dans la bagarre parce que ce qui est mis dedans, dans cette loi, il précarise l'emploi. Les travailleurs sont donc invités par les syndicats à une synergie d'action dans les prochains jours en vue d'obtenir l'abrogation de cette loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche. Lundi 9 octobre 2017, c'est la date retenue pour le dépôt des dossiers et la campagne électorale entrant dans le cadre des 4e élections des recteurs et vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. L'annonce a été faite par la commission de supervision des dites élections ce dimanche donc au cours d'une conférence de presse. Le point avec Aristide Setti et Damien Pedro. Plus de doute sur le calendrier électoral pour les élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. 30 octobre 2017, c'est la date retenue pour la tenue des 4e élections du recteur et des vice-recteurs. La commission de supervision l'a fait savoir à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce dimanche 8 octobre 2017. Plusieurs mesures sont déjà prises pour le respect de cette échéance prévue par un arrêté ministériel. Kosivi Atiklemen, président de la dite commission, rassure. Dans le cadre des 4e élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi, qui auront lieu le 30 octobre 2017, les enseignants du supérieur, candidats à ces différents postes, sont invités à déposer leur dossier de candidature à la commission de supervision des élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi tous les jours ouvrables du lundi 9 au mardi 17 octobre, délai de rigueur de 9h à 18h30. Le président de la commission précise également la période des campagnes électorales. Nous précisons très bien que la campagne électorale se déroulera du 9 au 29 octobre à 10h, conformément à l'arrêté. Selon le professeur Kosivi Atiklemen, le retard observé dans l'installation de la commission n'aura aucun impact sur le déroulement du processus électoral à l'université d'Abomey-Calavi. Je l'annonçais en titre, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio et ses militants de l'UDBN étaient en congrès ce week-end à Godomey dans le cadre du 3e congrès extraordinaire de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. De grandes résolutions y ont été prises telles que la réaffirmation de l'appartenance de l'UDBN à la majorité présidentielle. Le parti soutient également le programme de développement du président Patrice Talon. Suivez le reportage de Antoinette Sagbo. Pendant 2 jours, ces 6 et 7 octobre 2017, les membres du Parti de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, se sont réunis à l'ex-usine d'engrais de Dekongbe à Godomey pour la tenue du 3e congrès extraordinaire. Les échanges ont porté sur la révision des textes fondamentaux du parti et la réforme du système partisan envisagée par le chef de l'État Patrice Talon. Au terme des discussions, l'UDBN, dont la présidente est l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, déclare soutenir désormais les actions du président Talon. Engagement dont témoigne ici le porte-parole de l'UDBN, Gildas Aizano. À l'UDBN, nous sommes rassurés parce que avec vous, nous donnerons du sens avec beaucoup de pédagogie et nous irons à la recherche des moyens pour concrétiser le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Oui, nous sommes rassurés
qu'avec vous, partis politiques alliés, et surtout le concours indéfectible de nos militantes et de nos militants à la base, nous travaillerons à réaliser ce Bénin prospère et juste pour lequel nous tous nous rêvons. Une ambition que partage également la jeunesse de ce creuset politique. La jeunesse béninoise est un mal de repère. La jeunesse béninoise est un mal de modèle. Au sein de l'UDBN, heureusement, nous avons une mère aimante, attentionnée, passionnée, qui essaie dans la mesure de ses possibilités de prendre soin de nous. La jeunesse de l'UDBN convient qu'il faut accompagner les actions du gouvernement. Par ailleurs, la jeunesse de l'UDBN veut afficher ses ambitions. Nous voulons désormais être aux côtés de l'honorable Claudine Prudencio à l'Assemblée nationale. Si le thème retenu pour ce congrès est « Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons », la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, réitère le soutien de son parti pour la concrétisation du PAG. L'UDBN est une source de conviction pour les militants convaincus. Rien que pour les militants convaincus. Au thème de nos réflexions, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il est urgent de restaurer l'éthique politique au Bénin. Si la politique est un instrument de construction de la cité, la défaillance de la conscience politique est désastreuse à divers niveaux. Convaincus d'un Bénin nouveau, notre idéal du présent et d'avenir nous engage. Il nous oriente résolument à soutenir le chef de l'État et son gouvernement pour la réussite du programme d'action 2016-2021. Notre mission est de porter le projet de développement du gouvernement auprès des populations et de répercuter en retour sur ce dernier les observations de nos compatriotes, militantes et militants. Ensemble, unissons-nous pour le développement d'un Bénin nouveau. Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Ensemble, donnons-nous la main pour la réalisation de notre commune aspiration. Sympathisantes et sympathisants de l'UDBN, les partis politiques alliés sont désormais outillés sur la vision de leur regroupement politique afin de vulgariser auprès de la population les œuvres du chef de l'État pour un développement durable de la nation. Place maintenant aux déclarations et impressions de quelques personnalités ayant pris part à ce congrès de l'UDBN. Suivez plutôt. Vous êtes bien placé pour savoir l'estime que vous porte le président Adrien Ngouidji et les responsables au plus haut niveau du PRD. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que votre parti, l'UDBN, fait partie aujourd'hui des formations politiques avec lesquelles le PRD envisage très sérieusement de bâtir des projets communs dans le cadre des grands regroupements qu'appellent de leurs vœux nos compatriotes de plus en plus sensibles à l'exigence de la réforme du système partisan. Je vous réitère les convictions qui sont les nôtres au PRD et qui sont fondées sur l'avènement d'une classe politique plus responsable, au cœur de l'action publique et surtout au service du développement de notre pays. C'est bien, c'est le congrès, et puis donc on est venu, ça s'est bien passé, et bien voilà, je dis félicitations à l'UDBN, félicitations à l'honorable Prudencio que nous sommes venus soutenir. Au nom de tous les rois présents ici, et ceux qui sont encore en route, et ceux qui sont restés dans leur palais. Je voudrais te dire, ma fille, avant que chaque roi ne sorte de son palais, il prie toujours, il consulte, il prie ensuite. On a tous prié pour toi avant d'arriver. Regarde le monde, regarde ceux qui t'entourent, tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais. Amen. Tu ne failliras jamais. Nous souhaitons, au nom de Dieu et des membres de nos ancêtres, que toutes tes aspirations soient comblées.
Autre information politique, le Parti du Renouveau démocratique lui aussi était en activité ce week-end. Il s'agit de l'université de vacances du PRD. Le parti a dit qu'il soutient également les actions de développement du gouvernement de Patrice Talon. L'université de vacances précède, il faut le rappeler, le prochain congrès du PRD qui aura lieu en novembre prochain. On parle aussi du parti Restaurer l'Espoir. Cette formation politique qui était en Conseil national a choisi de rejoindre les rangs de l'opposition. Candide Azanaï, ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense, donne désormais aux Béninois rendez-vous en avril 2018 à l'heure du bilan des 2 premières années de la gouvernance Talon. À ce conseil du parti Restaurer l'Espoir, on y a aussi procédé à l'exclusion du député Patrice Nombim. Allons à présent au ministère de l'Agriculture où les travailleurs réunis au sein de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche ont organisé ce lundi un sit-in dans la cour du dit ministère. Ils réclament entre autres la prise des actes administratifs en bonne et due forme pour mettre les agents des ex-cadres non redéployés à disposition des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ou autres structures du MAEP au plus tard le vendredi 13 octobre 2017. Leur motion a été lue en présence du directeur de cabinet Ali Barasounon. Suivez plutôt. Considérant que les êtres humains jouant ici le rôle de travailleurs appartiennent tous aux forces de droit divin au même titre que les partenaires en face jouant le rôle d'autorité administrative et sommes tous soumis aux droits de la terre, considérant que les entités fictives à qui vous prétendez supprimer ou réduire les arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes selon les principes du système esclavagiste que vous défendez, et cela contre notre consentement souverain et inaliénable, ne sont pas les êtres humains souverains que nous sommes depuis notre naissance et que nous demeurerons jusqu'à notre mort. 1. La correction des irrégularités liées au redéploiement dans les DDRP. 2. La prise des actes administratifs en bonne et due forme pour mettre les agents des escadreurs non redéployés à disposition des DDRP ou autres structures du MAEP au plus tard le vendredi 13 octobre 2017. Le paiement des 10 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadreurs. 5. L'introduction effective du mémorandum et du projet de décret portant indemnité de risque inhérent aux emplois du personnel du ministère en charge de l'agriculture dans les circuits de la fonction publique. Les travailleurs rendent responsable le gouvernement en général et en particulier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et ses collaborateurs des déconvenus qui adviendraient de la non-satisfaction de nos légitimes revendications. Vous savez très bien, la semaine dernière, le ministre et une forte délégation ont entrepris une grande tournée au niveau de la partie septentrionale, dans le Borgou, dans l'Alibori, dans l'Atakora et la Donga. Sa préoccupation première à toutes ces étapes, c'est écouter le personnel. Cela a été fait pour que, de façon rapprochée, qu'il écoute les préoccupations. Et les répondants ou répondants à ces différentes rencontres ont soulevé presque les mêmes préoccupations qui sont au niveau de votre motion. Il a apporté certains éléments de réponse à chaud, en direct. Et au niveau du cabinet, nous prenons ces points-là de façon méthodique. On est en train de les étudier. Donc, toutes ces préoccupations seront analysées et on va vous donner la suite. C'est ensemble que nous allons réussir la mission qui nous a été confiée, assignée par le chef de l'État. C'est ensemble. Et les ailleurs du terrain, et le cabinet, et les partenaires qui nous accompagnent, et les producteurs, ensemble, nous allons réussir cette mission-là.
4 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par des explosions dans des stations-service d'Accra, entraînant une vague de réactions appelant les autorités à améliorer la sécurité de ces installations. Un incendie s'est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'un camion transportant du gaz naturel dans le quartier de Legon de la capitale ghanéenne. Le feu s'est ensuite propagé à 2 stations-service proches, dont l'une de gaz liquéfié, y entraînant des explosions en série. Pris de panique devant le feu et les explosions qui ont ravagé les installations, de nombreux riverains du quartier ont fui leur domicile. Suivez cet extrait. Hier, ce n'était pas facile pour nous. Tout le monde courait. Tu ne peux même pas rester chez toi. Le gouvernement devrait agir. Dans n'importe quel coin du Ghana, vous verrez des stations-service. Elles sont toutes inflammables, donc dès qu'il y aura une petite erreur ou une erreur plus grave, il y aura un désastre dans le pays. Eh bien, en Éthiopie, le délicat équilibre ethnique est menacé. Les Oromo ont vécu sans problème pendant des années au milieu de l'importante communauté somalie dans l'est de l'Éthiopie. Mais les récentes violences meurtrières dans la région ont forcé beaucoup d'entre eux au départ. Des violences dont le bilan est difficile à chiffrer en raison des restrictions d'accès aux zones les plus touchées, mais dont le gouvernement d'Addis Abeba a récemment estimé qu'elle avait fait plusieurs centaines de morts. Suivez plutôt. J'ai vu beaucoup de cadavres avec mes propres yeux. Je suis allé au camp de l'armée éthiopienne pour me protéger et j'y suis resté 17 jours. Après, ils nous ont emmenés à Harar City, d'où ils sont arrivés ici. Ça fait 4 jours que je suis arrivé. Nous sommes pris pour cible parce que nous sommes Oromo. D'autres ethnies éthiopiennes comme les Guirages, Anharas et Tigrines travaillent sans problème. Mais nous, on se fait tuer, voler et nos biens sont pillés. Nous avons fui pour sauver nos vies. Les gens que vous voyez ici ne sont que des Oromo. La police somalienne Liu est venue chez moi pendant la nuit et m'a dit que si je ne partais pas le plus tôt possible, elle me tuerait, moi et ma famille. Je suis parti immédiatement avec ma famille. On n'a rien pris parce qu'on avait peur pour notre vie. La vérité, la quête d'une vie pour les victimes de l'apartheid, 23 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les familles de dizaines de militants morts en garde à vue cherchent toujours à obtenir la vérité sur ce qui leur est arrivé. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Il y a 40 ans, Philippe Mabelane apprenait à la radio la mort d'un détenu au quartier général de la police de Johannesburg. Le même jour, les autorités l'informaient qu'il s'agissait de Matthews, son fils de 23 ans. Officiellement, le jeune militant anti-apartheid s'est suicidé en sautant du 10e étage de ce bâtiment. Mais sa famille n'a jamais cru à cette version. Pourquoi mon fils est-il mort? Il est mort pourquoi? Entre 1963 et 1990, 73 personnes sont mortes en garde à vue, souvent dans des circonstances similaires à celles de Matthews. Aucun policier n'a jamais été poursuivi. Pour Lash Mabelane, il est inconcevable que son frère ait pu se suicider, et il accuse la police. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait quand une personne est poussée du 10e étage? C'est très difficile à expliquer. C'est comme si c'était un film, mais en vrai. Les Mabelane placent aujourd'hui tout leur espoir dans le cas d'Ahmed Timol, un autre détenu qui s'est lui aussi officiellement suicidé du 10e étage du commissariat en 1971. Après des années de combat, la famille Timol a finalement obtenu la réouverture de l'enquête et ses conclusions pourraient faire jurisprudence. Les défenseurs des droits de l'homme demandent aux autorités sud-africaines de faire éclater la vérité. Il y a beaucoup de familles de victimes dans notre pays qui connaissent une partie de la vérité et qui sont aussi capables, grâce aux archives de la commission Vérité et Réconciliation, de déterminer qui sont les auteurs de ces crimes. Elles ont droit à la justice et notre pays en a aussi besoin.
Soutenue par la Fondation pour les droits de l'homme qui s'est saisie du cas de Matthews, la famille Mabelane n'a jamais été aussi proche de la vérité. Mais le temps presse, Philippe a 95 ans. C'est ici que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.